Alors bonjour les amis de la forêt, deuxième vidéo sur l'Afghanistan, et là nous allons parler de la guerre soviéto-afghane 1979-1989. Alors, dans la nuit du 24 au 25 décembre 1979, les troupes soviétiques entrent en Afghanistan, deux divisions sont aérotransportées et atterrissent à l'aéroport de Kaboul, et ils vont prendre d'assaut le palais présidentiel, où ils vont d'ailleurs tuer le président Hafizullah Amin et sa famille. Et deux autres divisions vont rentrer en Afghanistan par l'Ouzbékistan. Alors, bon, évidemment, cette invasion va être une promenade de santé. L'armée rouge, forte de 40 000 hommes, va facilement contrôler les grandes villes et va laisser notamment les campagnes aux rebelles. Alors, je rappelle que en avril 1978, les marxistes afghans avaient éliminé Mohamed Daoud Khan et avaient pris le pouvoir à Kaboul, donc en avril 1978, qu'ils avaient initié une politique progressiste concernant la réforme agraire, le statut de la femme, l'alphabétisation des campagnes, qui avait profondément heurté le pays profond, comme en 1975. Je rappelle que l'Afghanistan était un pays traditionnaliste, religieux, un peu archaïque, et qu'une rébellion islamiste va très tôt se développer. Rébellion beaucoup plus importante qu'en 1975, puisque dans certaines villes, comme à Herat par exemple, une ville près de la frontière iranienne, à l'ouest, la garnison militaire est passée à l'ennemi, et les soviétiques avaient envoyé, en été 1979, des avions bombarder la ville. Alors, les raisons profondes de l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, il y en a une qui est structurelle et l'autre qui est conjoncturelle. La structurelle, c'est que les soviétiques avaient peur que la rébellion islamiste fasse tache d'huile et touche les républiques soviétiques musulmanes, qui étaient frontalières à l'Afghanistan. C'était la République socialiste d'Ouzbékistan, du Turkménistan et du Tadjikistan. Donc les soviétiques veulent mater la rébellion islamiste afghane pour éviter qu'elle contamine en fait les républiques soviétiques, les républiques socialistes musulmanes. Une cause conjoncturelle, c'est qu'en septembre 1979, le président Mohamed Taraki, qui était le protégé des soviétiques, revenait d'un voyage à Moscou, et là, il va être assassiné par le numéro 2 du régime, Hafizullah Amin, qui va donc prendre le pouvoir via un coup d'État. Alors évidemment, ça ne plaît pas du tout aux soviétiques, et c'est peut-être l'étincelle qui a fait que les soviétiques ont décidé d'intervenir en Afghanistan, donc en décembre 1979, et qu'ils vont faire assassiner d'ailleurs Hafizullah Amin. Lorsqu'ils sont arrivés à Kaboul, les soviétiques avaient dans leur bagage un certain Babrak Karmal, qui était un membre aussi du PDPA, mais qui avait été purgé par les Pashtuns du PDPA. Parce que, évidemment, au sein du Parti démocratique populaire d'Afghanistan, qui était un parti marxiste, il y avait des mouvements qui recoupaient en fait des divisions ethniques. Taraki et Amin faisaient partie de l'ethnie majoritaire, les Pashtuns, alors que Babrak Karmal faisait partie d'une minorité persanophone. Alors, quelles ont été les réactions internationales à cette invasion? Je dirais qu'elles ont été plutôt timorées. Le président Jimmy Carter décide le 3 janvier 1980 d'imposer un embargo céréalier à l'URSS, mais cet embargo céréalier ne concerne que les céréales destinées à la nourriture des animaux. Donc c'est assez restreint quand même comme embargo. Ça ne va pas avoir d'impact sur l'URSS véritablement, surtout qu'il ne sera pas tout le temps suivi par les alliés des Américains, notamment par l'Argentine, qui va signer un énorme contrat avec l'URSS pour la vente notamment de céréales. Les Européens ont des réactions très discrètes. Une réunion a eu lieu entre les Américains et leurs alliés européens mi-janvier 1980, et globalement cette réunion a accouché d'une souris, et l'URSS n'a même pas été condamnée. La France, par exemple, Valéry Giscard d'Estaing, est allé rencontrer Léonid Brejnev à Varsovie, malgré que les soviétiques aient envahi l'Afghanistan. Autre mesure, alors là très symbolique, c'est le boycott des Jeux Olympiques de Moscou. Il sera suivi par 50 pays, dont les États-Unis évidemment.
par la Chine, mais uniquement par 2 pays européens, l'Albanie et la République fédérale d'Allemagne. Donc on ne peut pas dire vraiment que les Européens se sont mobilisés contre cette invasion, ce que d'ailleurs déplorera beaucoup de journalistes français qui se plaindront de ce désintérêt des politiques et globalement de la presse en général de ce conflit oublié. Alors, d'ailleurs aux États-Unis, l'année 1980 est une année d'élection présidentielle et dans le programme du candidat républicain Ronald Reagan, qui battra Jimmy Carter, il y aura d'ailleurs la fin de cet embargo céréalier sous la pression notamment des céréaliers du Middle West. Le pays qui paradoxalement sera le plus virulent contre l'URSS, ça va être la Chine. La Chine va avoir une réaction très violente envers l'URSS après cette invasion, et ce sera le premier pays, même avant les Américains, à fournir des armes aux moudjahidines afghans. Je rappelle que la Chine a une toute petite frontière avec l'Afghanistan, et que d'ailleurs, les 2 premiers étrangers à avoir été arrêtés en Afghanistan, début 1980, seront des conseillers militaires chinois. Ça, c'est quelque chose qui est très peu su, mais les moudjahidines afghans, au début du conflit, se battaient avec des armes chinoises. Alors, l'aide aux moudjahidines afghans, on a parlé de la Chine. Le président Jimmy Carter avait, dès le 3 juillet 1979, donc 4-5 mois avant l'invasion de l'Afghanistan par l'armée rouge, avait initié l'opération Cyclone, qui devait aider les rebelles afghans, puisque je vous rappelle que la rébellion islamiste avait commencé dès 1978. Lorsque l'armée rouge va envahir l'Afghanistan, les Américains vont rencontrer le président du Pakistan, le président Zia, et le président pakistanais va être d'accord d'assister la résistance afghane à la seule condition que les Américains ne mettent pas les pieds ni en Afghanistan, ni globalement au Pakistan. Zia voulait que l'aide américaine soit passa par les services secrets de l'armée, la puissante l'ISI, et que les Américains ne s'occupent pas, globalement, du conflit soviéto-afghan. Et en fait, les Américains ont totalement sous-traité en fait, ce conflit à l'ISI pakistanaise et aux Saoudiens. Parce que, d'après Jason Burke, qui a été un journaliste au Pakistan, il travaillait pour le journal The Observer, il a écrit d'ailleurs un très bon livre sur la naissance d'Al-Qaïda en Afghanistan. Le djihad afghan a été financé pour les 2 tiers par l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe. Les Américains finançant l'autre tiers. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez peu connu. On entend beaucoup parler de la CIA et des Américains qui ont aidé en fait les moudjahidines afghans contre les soviétiques dans le cadre de la guerre froide, alors qu'on parle rarement des Saoudiens qui ont été les principaux bailleurs de fonds en fait de la résistance afghane. Alors dans cette résistance afghane, il y a 7 mouvements qui sont reconnus par les Pakistanais. Ce sont souvent des mouvements qui recoupent des divisions ethniques. Il y a par exemple le Hezb-e-Islami de Gulbuddin Hekmatyar, qui est un islamiste radical, qui est soutenu par l'ISI, par les Pakistanais, c'est un Pashtun, comme les Pakistanais. Il y a le Jamiat-e-Islami du commandant Massoud et de Rabbani. Le commandant Massoud, très connu en Europe par les reportages de Christophe de Ponfilly, qui a narré la geste du lion du Panchir. C'est un Tadjik, et donc il va par la suite s'opposer à Hekmatyar lorsque les soviétiques vont partir d'Afghanistan, lors de la guerre civile qui va suivre. Et puis il y aura l'État-e-Islami d'Abdul Rasoul Sayyaf, qui est le seul Afghan wahhabite, et donc qui est soutenu directement par les Saoudiens. Alors il y a d'autres mouvements aussi, notamment il y a les mouvements chiites Hazara qui en fait sont soutenus par l'Iran. Il y a des mouvements monarchistes aussi. Bref, mais globalement ce sont les 3 principaux. Et on connaîtra surtout en France le commandant Massoud, comme je l'ai dit avec les reportages de Christophe de Ponfilly. Alors c'est difficile de parler de la guerre soviéto-afghane sans parler évidemment de Ben Laden. Alors le djihad afghan a eu un immense écho dans les pays musulmans, et un imam, Abdullah Hazam,
qui est un islamiste radical, qui a enseigné à l'université de Jeddah en Arabie Saoudite. Il a eu pour élève Ben Laden, va devenir l'émir du djihad. Il va partir au Pakistan en 1980 et en 1984, il va créer le bureau de recrutement qui va organiser en fait l'accueil des volontaires étrangers musulmans voulant se battre contre les soviétiques. Alors d'après Milton Bearden, qui est un agent de la CIA qui était posté à Islamabad, il y a à peu près 25 000 volontaires étrangers qui ont rejoint en fait la résistance afghane. Il y a Jason Burke aussi dans son livre qui reprend ce chiffre. La majorité évidemment étaient les Arabes. Et seule la moitié de ces 25 000 volontaires ont vraiment combattu contre les soviétiques. Les autres étant à Peshawar notamment et s'occupant de la logistique. Alors quel a été le rôle de Ben Laden dans ce conflit? Ben Laden est venu rejoindre son mentor, Abdullah Azzam, au Pakistan, et il va se servir de son carnet d'adresses pour récolter le zakat, qui est un des 5 piliers de l'islam, qui est le devoir d'aumône. Et donc Ben Laden, qui était fils de milliardaire, s'est servi de ses connaissances pour faire la tournée, si je puis dire, de ses riches amis du Golfe, pour récolter de l'argent et pour alimenter la résistance afghane. Ben Laden n'a jamais été un chef de guerre proprement dit en Afghanistan, puisque après il y a eu une sorte de storytelling autour de Ben Laden où il s'est mis en scène avec sa Kalachnikov. En fait, Ben Laden est avant tout un financier. Il a une base évidemment à Peshawar, qui est juste à côté de la frontière d'Afghanistan, et là, il va financer des dispensaires, il va aider les veuves de guerre, il va surtout, globalement, aider la résistance afghane au niveau de sa logistique. Alors, après 1984 aussi, donc la création du bureau de recrutement par Azzam, il va y avoir l'arrivée d'un islamiste radical égyptien, Ayman al-Zawahiri, qui a tâté des geôles égyptiennes après l'assassinat du président Sadat, mais qui a été libéré par Moubarak en 1984. Et Ayman al-Zawahiri va aller évidemment au Pakistan, où il va se rapprocher de Ben Laden, et il va y avoir même un affrontement théorique entre Ayman al-Zawahiri et Abdullah Azzam, confrontation qui va se terminer par la mort d'Abdullah Azzam dans un attentat à la voiture piégée en 1988. Et on pense que cet attentat à la voiture piégée a été téléguidé, commandité par Ayman al-Zawahiri, qui deviendra par la suite le numéro 2 d'Al-Qaïda, et qui est aujourd'hui le chef d'Al-Qaïda. C'était en fait, je dirais, une sorte de lutte de pouvoir au sein de la mouvance islamiste, et c'est Ayman al-Zawahiri qui s'est imposé. Alors, la création d'Al-Qaïda, c'est assez imprécis. Certains parlent de 1987, d'autres de 1988. Al-Qaïda a été en tout cas créé par des islamistes radicaux égyptiens, notamment par Ayman al-Zawahiri, et par des Égyptiens qui faisaient partie du groupe qui a téléguidé l'attentat contre le président Anwar el-Sadat. Et à l'origine, Al-Qaïda, c'est vraiment un groupement un petit peu informel qui était destiné à perpétuer l'esprit du djihad. Parce qu'en 1988, Ben Laden et al-Zawahiri savent très bien que les soviétiques vont partir d'Afghanistan, et l'idée de créer Al-Qaïda à l'origine, c'est de pérenniser cet esprit du djihad. Ce n'est que ça au début. Je dirais que par la suite, dans les années 90, Al-Qaïda va se radicaliser et va se tourner contre les Américains après, je le rappelle, la première guerre du Golfe. Il ne faut pas l'oublier. Mais à l'origine, Al-Qaïda en 1988, c'est un mouvement d'islamistes radicaux qui veulent pérenniser l'esprit du djihad afghan. Globalement, on peut dire que l'impact des résistants arabes afghans en Afghanistan fut très limité globalement. Alors le retrait des soviétiques, alors il s'avère que le 11 mars 1985,
L'URSS a un nouveau secrétaire général du Parti communiste, c'est Mikhail Gorbatchev, qui a des visées un petit peu modernistes. Gorbatchev veut réformer l'URSS avec sa fameuse perestroïka. Il veut un petit peu libérer l'économie et libérer aussi la parole avec sa glasnost. Il a besoin d'argent et sa course aux armements avec les États-Unis est ruineuse pour l'URSS et donc Gorbatchev veut trouver un accord avec les Américains et veut négocier avec les USA. Et donc, dès 1985, il réfléchit déjà à retirer les troupes d'Afghanistan. Alors, en même temps, Ronald Reagan, qui a été réélu en 1984 président de la République, c'est son dernier mandat, il va signer la NSDD 166, c'est National Security Directory Directive, qui va viser à augmenter considérablement le financement de la résistance afghane et qui va aussi fournir aux résistants afghans les fameux missiles Stinger, des missiles sol-air qui vont permettre aux Moudjahidines de contester les cieux de leur pays aux soviétiques. Je rappelle que, un peu comme au Vietnam, les soviétiques se déplaçaient beaucoup en Afghanistan avec des hélicoptères. Ils avaient le contrôle total des cieux. Et avec les missiles Stinger, les Moudjahidines afghans vont contester en fait cette supériorité aérienne soviétique, puisqu'ils vont pouvoir disposer d'une arme qui pourra détruire les avions et les hélicoptères. Mais Gorbatchev, alors les Stinger vont arriver en septembre 1986, et juste après, Gorbatchev va décider en fait de retirer les soldats soviétiques d'Afghanistan. Donc en fait, c'est pas les Stinger qui vont obliger les soviétiques à partir, parce qu'ils vont perdre des hélicoptères ou des avions. Le départ en fait d'Afghanistan avait été déjà décidé par Mikhail Gorbatchev qui voulait arrêter en fait ce conflit qui coûtait très cher. Alors, les soviétiques vont partir en début 1989, mais ils vont continuer à aider en fait le gouvernement de Kaboul, qui était aux mains de Najibullah, qui était un protégé en fait des soviétiques. Et même après la chute de l'URSS en 1991, le gouvernement de Russie, d'Eltsine, va continuer à aider Najibullah. D'ailleurs, l'URSS, après 1989, va même vendre des Scud, des missiles Scud, au gouvernement afghan pour lutter contre la résistance afghane. Alors, les pertes afghanes pendant le conflit soviéto-afghan, elles vont être entre 75 000 et 90 000 morts du côté des résistants afghans. Au niveau des pertes civiles, c'est difficile à chiffrer. Certains parlent d'1 million de pertes civiles. Là, c'est difficile, les chiffres sont très variables. Au niveau des soviétiques, il va y avoir à peu près 25 000 morts. Il y aura 5 millions de réfugiés afghans dans les pays limitrophes, dont 3 millions au Pakistan. Et c'est dans ces 3 millions de réfugiés afghans au Pakistan que le mouvement taliban va prendre son essor. Voilà, je vous remercie. À bientôt.